tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour des Gilets jaunes vus de l'étranger. Depuis 48 heures, les leaders populistes italiens crient haut et fort leur soutien au mouvement. Un pied de nez à Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi de vraies convergences sur le fond. La preuve, le gilet jaune Éric Drouet serait prêt à rencontrer Luigi Di Maio. Gilets jaunes et populisme européen, quel lien, quel point commun? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel-Aguirre à Jean-Marc Sylvestre. Nous reviendrons sur la polémique Joanneau. Son salaire provoque un débat plus général autour des rémunérations pratiquées dans les autorités indépendantes. En 2015, le sénateur Jacques Mézard parlait déjà d'un État dans l'État. Y a-t-il des placards dorés non contrôlés en France? Analyse de nos spécialistes dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi le blocage aux États-Unis. 19 jours de shutdown et Donald Trump persiste et signe sur le mur anti-migrants. Quelle est l'issue? Eh bien, on posera la question à une spécialiste. Notre invitée ce soir, la chercheuse Marie-Cécile Nave. D'abord, les faits avec Samia Dechir. 9 minutes de discours solennel dans le bureau ovale. Donald Trump a mis les formes mais n'a rien cédé sur le fond. Mardi, le président des États-Unis s'est accroché à sa promesse de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Un projet à 5,7 millions de dollars qui bloque l'adoption du budget 2019 par les démocrates. Cette barrière est absolument essentielle à la sécurité frontalière. C'est aussi ce que nos professionnels à la frontière veulent et ce dont ils ont besoin. C'est juste du bon sens. Le gouvernement fédéral reste fermé pour une seule raison, parce que les démocrates ne veulent pas financer la sécurité des frontières. Réponse immédiate des démocrates, c'est à Donald Trump d'abandonner son projet de barrière à la frontière mexicaine. Pour eux, une solution sécuritaire ne résoudra en rien la question migratoire. Le président Trump doit cesser de prendre les Américains en otage, doit cesser de créer de toutes pièces une crise et doit réouvrir le gouvernement. Faute de budget voté au Congrès, l'administration américaine reste donc paralysée depuis le 22 décembre. Les administrations jugées non essentielles sont fermées. Elles le resteront tant qu'aucun accord ne sera trouvé entre Donald Trump et l'opposition démocrate, deux camps bien décidés à tenir le bras de fer. Et on va aller plus loin ce soir avec notre invitée Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chercheuse à l'IRIS, auteure de ce livre Géopolitique des États-Unis. Comment vous analysez cette intervention de Donald Trump hier? On dit que sur la forme, il a un peu changé les choses. C'était plus solennel, plus présidentiel, mais finalement, le fond ne change pas du tout. Mais la forme a son importance, effectivement. Cette présentation à la nation, pour la première fois depuis sa présidence, depuis qu'il a été élu dans le bureau ovale, donne en effet un ton très solennel, très présidentiel à Donald Trump, sans doute un peu contre son gré. D'ailleurs, il a tweeté encore ce matin, il a retrouvé son naturel, entre guillemets, en tweetant que tout allait bien aux États-Unis, mais ça irait encore mieux si on pouvait sécuriser la frontière sud avec le Mexique. Et c'est la mise en scène d'une opposition frontale aux démocrates qui, eux, sont très institutionnalisés, si je puis dire, se présentent derrière un pupitre pour donner un ton aussi solennel à leur opposition. Et depuis les midterms qui ont vu la victoire des démocrates à la Chambre des représentants, eh bien, il y a une sorte d'opposition frontale à Trump, une sorte de cohabitation face à Trump. Et donc, c'est une mise en scène. Et le mur est presque un prétexte, finalement, à cette opposition frontale face aux démocrates qui va sans doute durer jusqu'à la présidentielle de 2020, car Trump est déjà en campagne électorale. Et on reviendra sur les démocrates dans un instant. D'abord, sur le fond, encore un mot. Il a employé quand même des mots très forts. Crise humanitaire et sécuritaire grandissante. Des milliers d'Américains ont été brutalement tués par ceux qui sont entrés illégalement dans notre pays. Et des milliers d'autres vies seront perdues si nous n'agissons pas tout de suite. Il agite le chiffon rouge, il dramatise. Ça marche, ça, avec les Américains? Alors, ça marche avec sa base électorale, qu'il cherche à galvaniser, puisqu'on est, comme je vous le disais, on est déjà toujours en campagne. Il est contredit par ses propres services quand il dit que les terroristes entrent par la frontière avec le Mexique. Il est contredit par un certain nombre de think tanks libertariens, plutôt à droite, mais plutôt libertariens, comme le Cato Institute, qui dit que la criminalité aux États-Unis est plus le fait des Américains que des sans-papiers.
Mais oui, effectivement, on est dans cette obsession de la construction d'un mur, comme si la construction d'un mur pouvait résoudre tous les problèmes et tout le sujet extrêmement complexe de l'immigration légale et illégale aux États-Unis. Et il y a cette autre obsession qui est l'obsession identitaire de Trump. Effectivement, étranger égale criminel, égale drogue, égale violence, comme si finalement tout pouvait... on pouvait faire ces amalgames-là, mais on est dans cette obsession identitaire qui va sans doute s'accentuer dans les mois et jusqu'en 2020. Et est-ce qu'il ne pourrait pas finalement y perdre des plumes à force? Parce que la réponse des démocrates a été très médiatisée, très reprise, notamment à l'étranger. Eux aussi ont eu une réponse intéressante. Il doit cesser de prendre les Américains en otage et de fabriquer une crise. Finalement, les démocrates pourraient gagner des points dans cette affaire? Alors, personne n'a rien à gagner à ce que le shutdown continue. C'est une situation qui est très impopulaire, qui finalement attise la défiance de la population américaine vis-à-vis des institutions et des élites. Et puis, du côté des élus républicains comme démocrates, ils savent très bien que ce n'est pas du tout leur intérêt que le shutdown continue, parce qu'il y a des élections à venir en 2020 vis-à-vis de leurs électeurs et de leur base. Eh bien, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et puis, il y a un impact très, très concret sur le fonctionnement institutionnel. On voit que même certaines administrations, comme la sécurisation des aéroports, ce qui est pour le moins paradoxal, avec les vœux de Trump, eh bien, pâtit de ce contexte. Et puis, ça a aussi des effets sur la croissance, sur la situation économique à long terme, évidemment, puisque c'est un blocage administratif, mais aussi économique. Donc, personne n'a intérêt à ce que ça dure, mais chaque camp essaie de tirer parti de la situation actuelle en accusant l'autre de bloquer. Mais il est clair que c'est quand même plutôt Trump qui a refusé tout compromis avec non seulement les démocrates, mais aussi les républicains au Sénat pour aller vers un accord bipartisan sur cette question extrêmement complexe de l'immigration. Et on rappelle quand même que pendant 2 ans, il a eu en Congrès une majorité républicaine et qu'aucune réforme de la législation sur l'immigration, alors qu'il y a des gros vides juridiques, notamment sur les Dreamers, ces gens qui sont arrivés mineurs aux États-Unis avec leurs parents sans papier, dont la situation est finalement échappe un peu à la loi aujourd'hui, eh bien, il n'a pas réussi à obtenir d'un Congrès à majorité républicaine une réforme de la législation. Ça paraît quand même compliqué aujourd'hui avec une Chambre des représentants démocrate qui est très vindicative, qui arrive en position de force, on les voit avec et on l'a vu, on l'a encore vu dans ces femmes qui sont pas là pour faire de la figuration. Mais on a vu que j'allais dire Emmanuel Macron, non, Donald Trump ne céderait pas un pouce de terrain, il l'a bien fait comprendre. Côté démocrate, c'est exactement le même message. On a du mal à envisager une issue. Quelle peut être cette issue? Ce bras de fer ne peut pas durer indéfiniment. Le record, c'est 21 jours. C'était sous Bill Clinton avec 95, effectivement, oui. Il n'est pas exclu que le fait de battre un record soit un petit peu dans l'objectif de Trump, parce que ça permettrait de dire, vous voyez, j'ai l'opposition la plus forte qu'aucun président n'a jamais eue depuis l'histoire des États-Unis. On peut avoir ce type de... Ça peut être une stratégie, ça peut relever ça peut être une stratégie et ça peut être... à la fois, il peut finalement parvenir à un compromis avec les démocrates en disant, vous voyez, c'est moi qui débloque le dysfonctionnement institutionnel. Il peut aussi gagner du temps et chaque camp va peut-être essayer de gagner du temps. C'est l'objectif non seulement des élus démocrates, mais aussi de plus en plus d'élus républicains au Sénat qui souhaitent un financement temporaire des institutions qui aujourd'hui sont bloquées, le temps de mettre en place les conditions sereines d'un débat sur ce sujet, je le disais, extrêmement complexe. Mais il y a des modérés, alors j'imagine du côté démocrate, mais du côté de Trump, on imagine qu'il communique, il y a des négociations, même du côté de Trump, qu'il n'est pas entouré évidemment de gens comme lui et de forcenés. Il y a des modérés dans son camp? Alors, il y a son entourage proche au niveau de ses conseillers, mais il y a aussi Mike Pence qui négocie, lui, beaucoup avec le Sénat, on l'a vu ces derniers jours. Et puis, sur ce sujet précis de l'immigration, les républicains sont extrêmement divisés. C'est vraiment un sujet compliqué pour eux, parce que vous avez d'un côté, effectivement, les sécuritaires purs et durs, dont Trump, dont Steve Miller autour de lui dans ses conseillers, mais vous avez aussi le big business qui, lui, est plus favorable à une législation libérale parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'immigration légale et même illégale pour faire fonctionner le marché du travail. Il y a les libertariens qui sont pour la liberté de circulation. Il y a aussi les chrétiens un peu humanistes qui ont été très choqués, par exemple, des images de séparation d'enfants et de parents à la frontière mexicaine. Donc c'est un camp qui est extrêmement divisé et le compromis est très difficile à trouver entre les démocrates et les républicains sur l'immigration, mais au sein même et peut-être même plus
du camp républicain lui-même. Et ça le fragilise, Trump, en quelques mots? Ça peut le fragiliser sur le long terme parce qu'il apparaît... Aujourd'hui, visiblement, les enquêtes d'opinion montrent que c'est plutôt à lui que l'opinion publique incombe le blocage actuel plus que du côté démocrate. On va voir parce que c'est quelqu'un qui aime bien teaser, qui aime bien feuilletonner la vie politique américaine. On le voit quand il se met en scène dans la figure de Game of Thrones sur la question du mur, comme si finalement c'était une télé-réalité ou une série. Et on va voir comment il arrive à gagner du temps et comment les démocrates aussi arrivent à gagner du temps. Et on verra la suite, peut-être avec vous d'ailleurs. Merci infiniment, Marie-Cécile Seminav, d'avoir été notre invitée, chercheuse à l'IRIS. Et je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique des États-Unis. Merci beaucoup. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Caroline Michel-Aguirre à Jean-Marc Sylvestre. On va s'arrêter sur cette affaire Joanneau qui est en train de faire monter un débat autour des rémunérations dans les autorités administratives indépendantes. Des hauts salaires pour des personnes dont on ne connaît pas le travail exact, ni l'utilité réelle. Voilà les critiques qui sont en train de monter en pleine crise des Gilets jaunes. Y a-t-il des placards dorés en France? On va s'interroger avec nos invités dans un instant après ce sujet explicatif de Jérôme Rabier. Certaines sont connues du grand public et reconnues pour leur rôle de régulation, comme le CSA, la CNIL ou l'autorité des marchés financiers. D'autres en revanche sont plus confidentielles, comme le HCRS, Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le ménage a commencé à être fait dans ces autorités administratives indépendantes, ou AAI, notamment grâce au Sénat, qui a mené une commission d'enquête en 2015 sur l'opacité de certaines d'entre elles. En 2017, une loi a été votée, faisant passer leur nombre de 42 à 28 et leur imposant certaines dispositions. Comme leur nom l'indique, elles sont en principe indépendantes, du pouvoir politique notamment, ce qui permet par exemple au défenseur des droits Jacques Toubon d'être très critique sur le maintien de l'ordre dans les manifestations. Toutes ces AAI relèvent tout de même du Conseil d'État, juge suprême de l'administration, devant lequel des recours peuvent être exercés. Ces dernières années, la nomination de certains hommes politiques à la tête de ces autorités administratives a tout de même fait débat. Mais le chemin inverse est également vrai. Agnès Buzyn, après un parcours de médecin, a pris en 2016 la présidence de la Haute Autorité de Santé, avant de commencer une carrière politique en étant nommée ministre de la Santé par Emmanuel Macron. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Caroline Michel-Aguirre, bonsoir, chef du service affaires à l'Obs. L'Obs qui sort dans vos kiosques demain avec cette une qu'on va regarder ensemble. Le cancer des fake news, comment il attaque la démocratie. Sur ce dossier, sachez que Public Sénat est partenaire. Hélène Risser y consacre d'ailleurs son émission Hashtag demain à 23h. Jean-Marc Sylvestre est également avec nous. Bonsoir et bienvenue Jean-Marc, éditorialiste économique notamment pour Atlantico et BFM Business. Merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette polémique autour des rémunérations, de ces hautes rémunérations? Est-ce qu'elle vous semble justifiée, Caroline? Elle réagit dans l'opinion publique à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la rémunération pure et simple. C'est pas nouveau, mais à chaque fois qu'on nous dit, collaborateur de l'Obs a publié un livre, Vincent Jauvert, et a révélé que 600 fonctionnaires en France gagnent plus de 150 000 € par an, ce qui est le cas de Chantal Joanneau. Pourquoi ça nous interpelle? Deux choses. Il y a un problème d'échelle de valeur. C'est-à-dire que ces 600 fonctionnaires gagnent plus que le président de la République. Plus que les ministres. Plus que les ministres. Qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement, le fait que ces hauts fonctionnaires gagnent plus que l'exécutif? Le sentiment qu'on en a, et qui, je crois, est assez justifié, c'est que pour l'habillage, pour ce qui est public, pour ce qui est présenté, on fait attention aux rémunérations, et puis quand c'est fini, quand on va pantoufler dans les diplomates, Bercy, ces hautes autorités administratives, alors là, on gagne beaucoup d'argent. Si la bonne rémunération, c'est 15 000, pourquoi un président de la République ne gagne pas 30 000 ? Il y a un problème d'échelle, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce en quoi ça résonne auprès des gens, je crois, même si c'est implicite, c'est l'idée de la caste. Évidemment, aujourd'hui, il y a cette noblesse d'État, tous ces hauts fonctionnaires qui dirigent le pays. Et cette élite tant détestée en ce moment. Exactement. Et donc, cette polémique, à la fois, elle est naturelle parce que l'échelle de valeur est brouillée, et à la fois, elle se focalise sur tout ce haut fonctionnariat dont est issu le gouvernement actuel et qui fait retentir, résonner, le vide un peu dont on parle
parle souvent ici idéologique, dogmatique de la société actuelle, de la scène politique actuelle. Jean-Marc, elle vous choque cette polémique? Vous la trouvez justifiée? Vous aussi, vous y voyez un problème? Ah non, moi, elle me choque pas. J'hallucine, moi, parce qu'on retombe dans ce genre de polémique. C'est le contexte gilet jaune, alors, évidemment. le concept, le calendrier, ce débat qui part absolument dans tous les sens et qui aborde des rives qui m'inquiètent. Parce que si on conteste le salaire de Mme Joanneau, dont on peut expliquer aussi comment il a été fixé et à quoi il correspond et pourquoi il est comme ça, pour sans doute pas forcément les raisons que vous venez de donner, on va pouvoir contester tous les salaires, on va pouvoir accuser et dénoncer son voisin. Enfin, on est rentré dans un climat mais qui va être malsain. Enfin, c'est incroyable, quoi, cette histoire. D'autant qu'on a toujours eu un problème avec l'argent. Et je pensais, moi, qu'au bout de... Quand vous dites nous, c'est les Français? Oui, tous les Français. Oui, les Français. Par rapport aux anglo-saxons, on ne supporte pas que le voisin gagne plus que soi-même. En revanche, on supporte très bien que nous, on gagne plus. Enfin bref, on est mal à l'aise. On ne supporte pas le salaire de son patron. En revanche, on supporte celui de Johnny Hallyday. On ne supporte pas le salaire d'un ministre. On supporte celui d'un footballeur. Sauf quand parfois il exagère un petit peu et qu'il s'offre un steak en or massif dans un restaurant de Dubaï. Mais comme l'individu est connu pour ses extravagances, quelque part, on lui pardonne. Il y a tellement d'autres extravagances dans le monde du foot. Oui, mais on n'attend pas la même chose, évidemment, d'un haut fonctionnaire et d'un footballeur. Les salaires... Et le plaisir rendu n'est peut-être pas le même. Bon, pour revenir à cette pauvre Chantal Joanneau, enfin pauvre entre non, d'ailleurs, guillemets. c'est pas le cas de Chantal Joanneau en particulier qu'on analyse. Il y a des fonctionnaires, effectivement, qui gagnent plus que le président de la République. Mais ça ne me choque pas. Il y a des fonctionnaires qui font un boulot vachement plus sensible et vachement plus... Le problème, je soulignais, c'est celui de l'échelle. Est-ce que le boulot de Madame Joanneau est égal à celui du président de la République? Madame Joanneau, elle est payée ce prix-là parce qu'elle a une expertise, parce qu'elle a une compétence, et pour une autre raison, c'est qu'elle est dans une position stratégique pour lui éviter la tentation de la corruption. Nous sommes un pays où on a évité la corruption. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille. Pourquoi? Il n'y a pas de corruption en France? Il y en a quand même, par rapport à d'autres pays, à ma connaissance, beaucoup moins que dans d'autres pays, où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de grille. Le salaire des fonctionnaires correspond à un statut avec une grille de salaire qui est connue depuis ce salaire-là est connu depuis une vingtaine d'années. Mais pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas été changé. Ça a été publié pour la première fois cette année. C'est un des problèmes, c'est que ces salaires ne sont pas publics. Savez, la plupart des salaires sont... On sait comment les salaires sont fixés. Il y a des salaires qui sont fixés en fonction de la loi du marché. Mais il n'y a pas de grille pour le fonctionnariat. Moi, je ne dis pas... Il y a pas de grille pour ces postes-là. Et puis il y a peut-être une question d'utilité aussi. Pas du tout. Alors attendez, ça ne vous choque pas? Qui juge de la bonne utilité? Mais ça en a choqué d'autres, Jean-Marc. En 2015, à l'issue du travail d'une commission d'enquête, le sénateur Jacques Mézard lui-même avait alerté sur le sujet. Il avait même parlé d'un État dans l'État, pointant des problèmes de déontologie, de petits milieux, mais aussi d'absence de contrôle. Écoutez, il était venu sur Public Sénat à l'époque pour en parler. Il était face à Perrine Tarnaud en novembre 2015. Regardez. Notre commission d'enquête n'avait pas pour but de cibler une action contre telle ou telle autorité administrative indépendante. C'était de faire... cibler pourtant certaines, hein, non, mais qui ont peut-être un peu moins de pouvoir que le CSA. Non, mais on ne cible pas particulièrement tel ou tel. Nous avons une approche transversale en disant, il y en a trop, il faut limiter le nombre, faire attention dans la création de nouvelles, leur appliquer un certain nombre de règles, et puis aussi faire en sorte que le Parlement fasse réellement un contrôle, et nous disons dans quelles conditions nous pourrions le faire. Vous voyez, ça choquait quand même un sénateur dès 2015, Carla. En fait, j'aimerais bien que les choses soient aussi rationnelles que ce que vous semblez le dire. Et je pense qu'elles devraient. Le problème, c'est que les choses ne sont pas ni aussi rationnelles, ni aussi transparentes. Et ça ne veut pas dire, dans ma bouche, dans mon esprit, que Madame Joanneau ne mérite pas ce salaire-là. Ce que je souligne, c'est d'abord l'échelle de valeur. D'autre part, le manque de transparence absolue. Il n'y a pas de grille de salaire. Chacun va négocier en
ne sait pas vraiment comment son salaire, même si peu ou prou, ils gagnent tous la même chose, le problème, c'est la question de la valeur. Qu'est-ce qui vaut quoi? Vous dites, elle vaut ce salaire-là. Et Mais j'aimerais... je n'ai pas dit elle vaut ce salaire-là. Je dis il y a un certain nombre d'organismes, l'administration, qui font que vous fixez les trucs. Vous arrogez le droit et l'autorité de dire ça c'est une bonne rémunération, il y a une valeur, il y a une grille. C'est pas ce que j'ai dit. Si, vous avez utilisé le terme. Il y a des bonnes rémunérations et il y a des moins bonnes rémunérations, au moins 3 ou 4 fois. Mais donc moi je ne veux pas juger ça. Alors il y a des contre-pouvoirs. Et si les contre-pouvoirs ne fonctionnent pas, c'est là qu'il faut regarder. Le contre-pouvoir, c'est le Parlement, c'est vrai, les commissions parlementaires, c'est la Cour des comptes. Mais que fait la Cour des comptes? Que fait la Cour des comptes, hein? Et s'il y a des salaires qui ne sont pas totalement transparents, c'est pas par hasard. Et vous avez des salaires qui ne sont pas transparents. Le salaire d'un trésorier payeur général... Alors, pourquoi c'est, quand vous dites, c'est pas par Parce hasard, que ça c'est protège pourquoi peut-être sa liberté de fonctionner. Regardez la preuve pour Mme Joanneau. Elle est dans l'impossibilité de fonctionner en tant que régulateur des Donc vous pensez qu'il vaut mieux ne pas le dire, finalement? Mais si on a toute l'assurance que le salaire a été contrôlé, le salaire est visé par des contre-pouvoirs, oui, pourquoi? Vous avez des salaires qui, en France ou dans les grandes entreprises, qui ne sont pas connus. On a compris vos deux points de vue. Je voudrais qu'on revienne maintenant. C'est de l'argent public. Mais alors, si vous avez des contre-pouvoirs... Dans les entreprises, c'est de l'argent privé, mais c'est de l'argent public. Écoutez, les entreprises, c'est de l'argent... Oui, enfin, c'est de l'argent public quand l'entreprise est contrôlée par 80% d'actionnaires publics. Aux États-Unis, c'est une entreprise publique, hein, et croyez-moi. Bon, mais donc, regardez ce qui se passe... Non, mais on ne peut pas comparer un chef d'entreprise privé avec un haut fonctionnaire, en termes de transparence. Pourquoi l'un serait plus vertueux que l'autre? J'ai pas dit vertueux, j'ai dit en termes de transparence. Vous dites, on ne connaît pas les chefs d'entreprise privés. Où vous avez des contre-pouvoirs qui fonctionnent et qui contrôlent si l'application des faits a été rigoureusement respectée, ou alors vous avez des contre-pouvoirs qui ne fonctionnent pas. Allez, on passe à notre deuxième thème. Nous n'avons pas de contre-pouvoir formidable. Je voudrais maintenant revenir avec vous sur la confusion autour de la taxe d'habitation. Vous n'êtes pas d'accord, on l'a bien compris. Je vous refais le film en quelques secondes. Convaincre, mais bon. Non, ça va être compliqué. J'ai pas compris à quoi vous vouliez me convaincre. On avance, Jean-Marc. Le 27 septembre 2017, Bruno Le Maire dit souhaiter la disparition totale de la taxe d'habitation. Impôt injuste et pas compréhensible. Dimanche matin, premier revirement sur Europe 1, finalement pour les plus riches. Pourquoi pas? Ça peut même être une question du grand débat national. Écoutez. Nous avons engagé cette suppression de la taxe d'habitation. Il est essentiel qu'elle soit aboutie, que nous allions au bout de cette suppression de la taxe d'habitation. Mais on peut très bien demander aux Français, est-ce que vous estimez que pour les 20% les plus riches, il est légitime ou non de supprimer la taxe d'habitation? C'est le Conseil constitutionnel qui ne sera pas content, sans doute. On peut poser cette question. On verra quelle sera la réponse des Français. Voilà, il ouvrait une porte. Hier, le brouillard s'épaissit encore lors d'un colloque sur l'économie verte à Bercy. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai redit dimanche qu'il fallait aller au bout de la suppression de la taxe d'habitation. Aller au bout de la taxe d'habitation, cela veut dire aller au bout de la suppression de la taxe d'habitation. C'était clair. Et puis, c'est finalement l'Élysée qui a sifflé la fin de la partie hier soir. Le communiqué est clair là aussi. La suppression de la taxe d'habitation pour les plus riches sera sur la table lors du grand débat. Point. Comment vous voyez cela? On ne le voit pas. En un mot, je crois qu'on sera d'accord. Cafouillage, recafouillage. Alors, essayons de l'interpréter. Ouais. On a au départ un programme que porte le président de la République qu'il veut très clair et très solide. Qu'est-ce qu'il a dit dès le départ? Flexibilité, sécurité. Pendant un an, ici, on a dit, on voit très bien la flexibilité, on ne voit pas la sécurité. Vous me l'accorderez, je l'ai répété avec beaucoup de constance. Quand les Gilets jaunes viennent dire, et d'ailleurs on a du mal à interpréter les revendications des Gilets jaunes, mais en tout cas l'Élysée l'entend comme une revendication de sécurité. On voit les défis qui vacillent. On a 10 milliards qui sont lâchés par le président de la République, pensant, espérant sans doute que ça va apaiser ou suffire, mais on voit bien que ça vient cogner son discours des premiers de cordée, de libéralisation. On voit bien qu'il commence à être coincé. Et depuis, dans le discours du gouvernement, c'est un coup comme ça, un coup comme ça. Un jour, il nous fait un discours très empathique où il lâche 10 milliards. Après, il fait la cérémonie des vœux qui on lâchera rien, on accélère, on continue. Et cette histoire des 20%, elle reflète ce pas de deux où on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, en tout cas l'État, l'exécutif, ne sait pas ce qu'il faut choisir entre continuer à libéraliser parce que c'est leur conviction profonde et entendre la souffrance des Français. Et du coup, ça cafouille. Lui qui redoutait les cafouillages, les couacs, comme on les avait vus sous le mandat de François Hollande, là c'est le...
Oui, non, mais écoutez, la situation est assez exceptionnelle quand même. Elle est exceptionnelle, dangereuse et ingouvernable. Vous confirmez qu'on n'arrive plus à y voir clair, là, notamment sur ces 20%? Évidemment, on n'y voit plus clair. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui voient clair, mais je crois qu'ils ont été pris par la crainte que l'ISF bloque. La suppression de l'ISF, la suppression de l'ISF bloque la totalité du grand débat. Or, c'est vrai que si on revient sur cette suppression du ISF, qui a d'ailleurs été transformé en un impôt sur la fortune immobilière, ça risque à la fois de troubler tout le grand débat, mais ça risque surtout de donner un signal extrêmement négatif au milieu investisseurs, et notamment aux investisseurs étrangers dont on a urgemment besoin aujourd'hui, compte tenu de notre état financier. Donc c'est ça qu'ils ont voulu faire, et puis compte tenu du non-succès de l'ISF au cours des 20 ou 30 ou 40 dernières années. Donc ils ont voulu compenser ça en se disant, on va rétablir la taxe d'habitation sur les plus riches, quand on définit d'ailleurs pas tellement ce que c'est que les plus riches dans le domaine, mais tout ça doit être réglé dans le grand débat. On va passer 2 mois à discuter. On peut discuter de tout ça, y compris de l'ISF d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ils engagent la discussion tout de suite. La réponse, c'est c'est l'objet de l'ISF. Et l'objet du grand débat, je l'espère, va être de faire la pédagogie de l'impôt et de rappeler à quoi sert l'impôt. L'impôt, ça sert à trouver des recettes pour l'État, pour couvrir ses dépenses. Ça peut avoir d'autres fonctions, mais ça vient en second. La fonction principale, c'est de trouver des recettes pour l'État. La dernière information que j'aimerais vous faire commenter ce soir, c'est le ralliement désormais acté et officiel de l'ex-LR Thierry Mariani. Je vais là où sont réellement mes idées, où j'ai des chances de les faire aboutir, a-t-il confié aux Parisiens. Et il ajoute, regardez ce qui se passe dans les autres pays européens et dans le monde, ça lui donne raison. Quant à son soutien pour 2022, il est fort probable, je le cite toujours, elle a l'envergure, c'est elle qui représente la seule véritable alternative à propos de Marine Le Pen. Alors les convergences idéologiques entre les deux ne datent pas d'hier. En 2002, Marine Le Pen elle-même s'étonnait de ne toujours pas voir Thierry Mariani dans ses rangs, souvenez-vous, c'était sur France 3. Monsieur Mariani, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites à l'UMP? Mais je suis très bien à l'UMP. Moi, très bien à l'UMP. Parce que vous êtes tellement proche, quels que soient les domaines d'ailleurs, des options du Front National, que parfois je me demande ce que vous avez en commun avec M. Gégaud et M. Douste-Blazy. Donc vous ne pouvez tout de même pas ignorer l'existence. Et quand j'entends votre ami Jacques Bompard-Orange, j'ai l'impression d'être un gauchiste complet. Donc, je vous apporte un petit, regardez, vous êtes tellement proche de nous que je vous apporte un petit bulletin d'adhésion. C'est très gentil, mais je vous le laisse volontiers. Je vous laisse le soin. Je vous le laisse volontiers. Voilà, on est en 2019 et ça y est, ils sont vraiment ensemble. Alors j'allais dire, c'est pas vraiment une surprise pour les journalistes politiques qui connaissaient un peu la situation, peut-être un peu plus pour le grand public. Et puis c'est fait quand même, il y a un pas qui a été franchi. Je ne sais pas, ça dépend si ce ralliement est suivi d'autres. Il y a fort à supposer que M. Thierry Mariani, aujourd'hui, il représente surtout lui-même et pas beaucoup d'autres gens et pas un courant très fort au sein de sa famille politique des Républicains. 2 choses quand même. Il y a une chose qui le séparait encore du Rassemblement national, c'était la politique économique. Oui. L'obstacle levé, c'est le départ de Florian Philippot et cette fibre souverainiste qui n'était pas du tout la sienne, qui est une fibre plus libérale, classique, enfin ultralibérale qu'on trouve dans une partie de la droite française. Donc sur l'immigration, les thèses étaient en effet alignées. Sur la politique étrangère, elles l'étaient aussi. Aujourd'hui, difficile de savoir quelle est la position économique du Rassemblement national, mais le départ de Philippot est quand même beaucoup moins, enfin lève l'hypothèque souverainiste. Et c'est ce qu'il regardera de près pour soutenir ou non Marine Le Pen en 2022, c'est ce qu'il a précisé. Maintenant, on a globalement le sentiment d'un opportunisme, appelons un chat un chat. Quand il dit regardez ce qui se passe. Non, mais quand il dit regardez ce qui se passe dans le monde, il le dit lui-même. Écoutez, ça bouge pas. Allons dans le sens du vent. Oui. Je crois traduire sa pensée. Jean-Marc. C'est de la politique politicienne qui va être très intéressante d'ailleurs à voir fonctionner quand on va vraiment aborder les débats européens, parce que si le déclencheur de son adhésion, c'est effectivement la conversion de Marine Le Pen à l'euro, j'ai pas encore compris que Marine Le Pen s'était convertie à toutes les conséquences de l'euro, c'est-à-dire la politique économique et monétaire qu'il y a derrière. Parce qu'il faut bien quand même se rendre compte que l'euro,
c'est un marqueur fort de solidarité entre les pays européens. C'est un marqueur fort d'évolution de la communauté européenne vers un État fédéral, vers du fédéralisme. On est totalement à l'envers et à l'inverse des idées très centralisatrices, très souverainistes, très identitaires que défendait Thierry Marine jusqu'à. En tout cas, depuis la présidentielle, Marine Le Pen, qu'on disait enterrée, a fait sérieusement rebondir son parti. On va regarder ce sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. 35% des personnes interrogées considèrent que le RN incarne le mieux l'opposition, c'est plus 2 points. 30% trouvent que c'est la France insoumise, qui chute de 4 points. Et c'est la première fois que le parti de Marine Le Pen dépasse celui de Jean-Luc Mélenchon dans cette enquête. Ça, c'est quoi? C'est le résultat de la crise des Gilets jaunes. On disait Marine Le Pen enterrée, je le rappelle. Hein. Oui, on l'a tous pensé. Ceux qui connaissent la politique depuis le plus longtemps savent qu'on n'enterre jamais personne parce que personne n'est jamais mort. 2 choses. Cette crise des Gilets jaunes, je pense qu'on mettra très longtemps à l'interpréter. Ce sera peut-être une affaire d'historien. D'ailleurs, nous, on a encore le guidon, le nez dans le guidon. Mais un constat, c'est le Rassemblement national et Marine Le Pen qui en tirent le plus de bénéfices. Ça n'est pas les autres formations politiques, la gauche est complètement perdue, Laurent Wauquiez n'est pas audible, et même M. Mélenchon, malgré ses provocations et ses appels à la révolution, n'y arrive pas. Donc ça, c'est une première chose. Et pour le reste, elle est habile. Il nous reste 30 secondes, Jean-Marc. Écoutez, moi je constate une chose, c'est qu'on n'a pas autour du mouvement des Gilets jaunes des organisations qui émergent, un peu comme il y en a eu en Italie avec 5 étoiles, oui, ou avec Podemos en Espagne. Donc finalement, ça se cristallise dans des mouvements d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Caroline, je rappelle la une de l'Obs qui sort demain dans vos kiosques. Le cancer des fake news, comment il attaque la démocratie. Dans un instant, c'est notre grand débat. #OVPL, si vous avez envie à votre tour de commenter cette actualité que nous traitons ce soir. On va parler des Gilets jaunes, on va parler Gilets jaunes et Europe. Ça vous a peut-être échappé, mais les leaders populistes italiens ont affiché leur soutien au mouvement. Ils ont même tendu la main aux Gilets jaunes français. L'un d'entre eux se dirait prêt à les rencontrer. Qu'est-ce que ça dit du mouvement? On va poser la question à nos invités après ce sujet de Cécile Sixou. Entre la France et l'Italie, rien ne va plus. Quelques mois après les tensions sur les questions migratoires, nouveau sujet de discorde entre les 2 pays, les Gilets jaunes. Les hostilités ont été lancées côté italien lundi par les 2 vice-présidents du Conseil, Luigi Di Maio et Matteo Salvini. J'apporte tout le soutien possible aux Français qui, de façon bien élevée et respectueuse, disent à leur président, qui ne pense pas à l'intérêt du peuple français, que plus vite il rentre chez lui et mieux c'est. Provocation peu appréciée par la ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau, qui invite le gouvernement italien à balayer devant sa propre porte. La France se garde, elle, de donner des leçons. Hypocrisie, répond Luigi Di Maio sur son compte Facebook. Madame Loiseau ne se souvient pas du président Macron quand il nous comparait à la lèpre en parlant de notre gouvernement. Présente au Conseil des Affaires générales à Bruxelles, la ministre française a demandé des explications à son homologue italien. Les explications étaient que M. Di Maio ne parlait pas en tant que membre du gouvernement, mais en tant que chef d'un mouvement politique. Quand on est au gouvernement, on est au gouvernement. Pas sûr que la polémique ne s'arrête là. Luigi Di Maio aurait proposé à Éric Drouet, le gilet jaune, de le rencontrer. Une invitation que ce dernier aurait acceptée. Drouet ? Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin, Paolo Levi qui a déjà commencé à parler. Je vais vous interroger dans un instant. Bonsoir, correspondant à Paris du quotidien italien La Stampa. Mélissa Bell, bonsoir, correspondante à Paris pour CNN. Richard Verly, bonsoir, correspondant à Paris pour le journal suisse Le Temps. Et Philippe Turle, bonsoir et bienvenue, journaliste britannique, chroniqueur à France 24. Merci à tous les 4 d'être ici. Paolo Levi, je me tourne tout de suite vers vous. Vous nous confirmez qu'Éric Drouet serait prêt à rencontrer certains leaders populistes italiens et comment vous analysez ce rapprochement? Oui, absolument, je peux vous le confirmer parce que je viens de l'avoir au téléphone. Je lui ai posé la question et il m'a dit que la rencontre à Rome avec Luigi Di Maio notamment est tout à fait possible. Je cite ces mots. Pourquoi? Quel intérêt Parce que lui, il a dit, je répète exactement ce qu'il m'a dit, il m'a dit on est contesté de toutes parts en France et si on a
une main tendue qui arrive même de l'étranger, il faut absolument la saisir parce que pour nous, c'est très, très, très important. Et ensuite, j'ai même eu la chance d'avoir au téléphone tout de suite après Drouet, Ingrid Levavasseur, une autre ex-porte-parole des Gilets jaunes, cette fois-ci un peu plus modérée, en tout cas d'Éric Drouet. Et elle aussi, elle s'est montrée complètement ouverte à cette offre de Luigi Di Maio, y compris sur la mise à disposition de la plateforme Rousseau, qui, je le rappelle, est la plateforme que le mouvement 5 étoiles a développée sur le web informatique pour en quelque sorte que les citoyens puissent voter en démocratie directe. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et en revanche, voilà, pour compléter le cadre, j'ai eu au téléphone, pour avoir le cadre complet des Gilets jaunes, même Jacqueline Moreau, qui, elle, en revanche, elle a dit à M. Di Maio, non merci, M. Di Maio, occupez-vous de vos oignons, mêlez-vous de vos affaires, c'est une ingérence, celle que vous faites dans notre pays, donc elle n'a aucune intention, elle, de parler avec M. Di Maio. Comment ça vous fait réagir? Est-ce que vous trouvez cela cohérent que des Gilets jaunes français puissent être sensibles à cette oreille attentive de ce qu'on appelle des leaders populistes italiens? Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes français sont finalement proches de ces Italiens qui ont voté pour les partis populistes, proches de ceux qui ont voté pour le Brexit? Philippe Turle, est-ce qu'on peut faire un lien entre ces Gilets jaunes français et les populismes européens? Alors, je peux comprendre qu'il y a un lien qui peut éventuellement s'établir entre les Gilets jaunes et certains mouvements populistes en Europe, mais il faut se méfier aussi de la part des Gilets jaunes de ne pas être la victime d'une récupération de certains mouvements en Europe qui disent tiens, il y a un mouvement en France qui est assez vigoureux et qui risque de se pérenniser. Ce serait bien pour nous de s'allier à ces mouvements pour renforcer notre propre pouvoir sur place, mais le jour viendra peut-être que si eux, ils se renforcent sur place, ils vont laisser tomber les mouvements en France. Et je vois difficilement d'ailleurs aussi comment un mouvement tel que les Gilets jaunes, qui n'a pas de chef, qui n'a pas de leader et qui est divisé sur tous les fronts, peut se rejoindre autour de quelqu'un comme Di Maio en Italie ou les pro-Brexit en Grande-Bretagne. Mais c'est quelque part là que la problématique devient intéressante, puisque maintenant les Gilets jaunes se préparent pour certains aux élections européennes, commencent à réfléchir plus profondément peut-être à ce qui les rassemble, au-delà simplement de la colère et de vouloir changer le système, mais bien entendu ce qu'on retrouve chez eux, en faisant attention parce qu'il y a plein de factions différentes, de sortes de gilets jaunes, de motivations politiques, de couleurs idéologiques derrière différentes. Ce en quoi on retrouve quelque chose qu'on a vu en couvrant le Brexit ou en couvrant la victoire de Donald Trump. C'est ce que j'allais vous dire, les électeurs de Trump. Les points communs sont une colère, un désir de changer le système, une méfiance par rapport aux journalistes. Il y a beaucoup de similarités, beaucoup de points communs, et on ne s'étonne pas donc que certains puissent aller voir chez les populistes qui ont gagné ailleurs. On a vu par exemple Steve Bannon œuvrer en Europe pour essayer de rassembler, de fédérer, d'encourager les populistes en regardant justement vers cette élection européenne. Donc il n'est pas étonnant, mais ça va être intéressant de voir comment ils se positionnent et comment ils réussissent finalement. Leur grande force, c'est aussi leur grande faiblesse. C'est-à-dire que cette colère qui jusque-là arrivait à s'exprimer de façon assez unie pour que encore 50 000 dans la rue samedi dernier, le chiffre avait encore augmenté. Maintenant, cette force devient un petit peu leur faiblesse, puisque l'idée maintenant de se mettre pas simplement contre quelque chose, mais en faveur de quelque chose, créer un projet ou se rassembler autour d'une idée plus politique, quelque part, ça va les diviser, à mon avis. Oui. Cette idée de lien avec le populisme, je vais vous faire réagir dans un instant, Richard Verly. Je voudrais juste vous citer un passage de l'édito d'un journaliste français, Laurent Mauduit, et il l'a intitulé « Gilets jaunes, la résurgence des populismes ». Et il nous dit ceci: ce sont des individus juste rassemblés par un ras-le-bol commun. C'est la France d'en haut contre la France d'en bas, avec à la clé les quelques dérapages homophobes, sexistes ou racistes. C'est la détestation de l'impôt, c'est l'antifiscalisme. Est-ce que finalement, effectivement, il n'y a pas ces rapprochements-là entre... Est-ce qu'il vous paraît dingue ce rapprochement entre populisme européen et les Gilets jaunes? Est-ce qu'on voit l'embryon d'un mouvement populiste? Moi, il me semble absolument logique, au contraire. D'ailleurs, les populismes dont on parle, en l'occurrence le mouvement 5 étoiles, l'idée d'une internationale populiste leur plaît tout à fait. Steve Bannon, il est très favorable à ça, et je ne mets pas nécessairement dans le même lot le mouvement 5 étoiles d'une part et Steve Bannon et la Lega d'autre part. Donc je crois que c'est tout à fait logique, et il me semble que là, Emmanuel Macron a lui-même ouvert la brèche, parce qu'il était allé, comme le dit Di
Maio. Il était allé sur le terrain italien au tout début de l'arrivée de la nouvelle coalition en mettant en garde les Italiens et en exprimant quelques remontrances, on peut dire. Eh bien voilà, c'est un prêté pour un rendu. Maintenant, Di Maio vient, s'installe et ça me semble tout à fait logique. Quant aux Gilets jaunes, je crois qu'il ne faut pas complètement exagérer. On les dit dispersés, disloqués, différents mouvements. Vous savez, quand les élections se rapprochent, et s'ils décident d'aller aux élections européennes, le mouvement va s'unifier pour ça. Il faut quand même... S'organiser. Absolument. Si véritablement se crée une dynamique électorale, et c'est ce que propose Di Maio à travers sa plateforme, à ce moment-là, moi je pense qu'on va trouver une liste Gilets jaunes qui peu à peu va se constituer. Est-ce qu'elle le peut? Alors, côté moyen, côté candidat, c'est une autre histoire. Mais la dynamique me semble de plus en plus politique. Paolo Levi? C'est dans l'intérêt de Di Maio, en tout cas, d'avoir un allié de poids en Europe, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles à Strasbourg est tout seul. Il n'a pas d'allié de poids, de parti fort populiste comme le mouvement 5 étoiles qui lui ressemble. Et donc, Di Maio, aujourd'hui, fait ce pari fou de miser sur les gilets jaunes, alors qu'il n'y a pas encore de liste électorale, il n'y a rien. Mais il regarde loin et il espère d'avoir des alliés en gilets jaunes français au Parlement européen en mai. Voilà, c'est son pari. Des gilets jaunes qui sont en tout cas devenus une source d'inspiration ailleurs dans le monde. Des gilets jaunes apparaissent un petit peu partout. Vous avez déjà montré ici même dans cette émission des images de Serbie, des Pays-Bas, même de Bassora en Irak. Il se trouve que depuis, d'autres pays ont vu émerger des gilets jaunes. En Belgique, plusieurs centaines de gilets jaunes ont défilé dans les rues de Bruxelles il y a quelques semaines. En Allemagne, le mouvement est apparu dans différentes villes avec des slogans hostiles à l'Europe, hostiles à Angela Merkel. Ici, c'était le 1er décembre à Berlin. En Bulgarie, mi-novembre, des milliers de personnes vêtues de gilets jaunes, elles aussi, qui ont protesté contre la fiscalité, l'appauvrissement des classes moyennes et l'immigration. Pareil en Israël, des centaines de personnes en gilets jaunes ont manifesté dans les rues de Tel Aviv mi-décembre pour protester contre l'augmentation du coût de la vie. Quelques gilets jaunes aussi aux États-Unis pour protester contre les armes à feu. Et en Grande-Bretagne, le gilet jaune s'est invité dans le débat sur le Brexit. Regardez cette députée britannique interpellée par des gilets jaunes, c'était il y a quelques jours. Regardez. Why are you calling for a second vote? Oh, because it's a very good idea. But we already had a vote. You are a traitor. You are a traitor to this country. You are on the side of Adolf Hitler. C'est un mouvement qui s'exporte bien, Philippe Turle. C'est un mouvement, mais de quel mouvement parle-t-on? Ça, pour moi, c'est pas du tout les Gilets jaunes qui accusent les gens d'être des alliés de Hitler et des nazis. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Là, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui portent des gilets jaunes. Juste pour expliquer cette histoire, la députée s'appelle Anna Soubry et elle est pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Donc, elle se fait chahuter. C'était hier. Oui, mais c'est symbolique, le port du gilet jaune. C'est-à-dire que ça nous parle à nous Français, ça parle symbolique. C'est devenu symbolique. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention que symbolique, ça ne va pas dire un mouvement uni. Donc, chacun porte un gilet jaune pour dire ce qu'il a envie de dire, qu'il a envie de tuer quelqu'un. Je porte un gilet jaune parce que je suis un protestateur. Je porte un gilet jaune parce que j'ai envie qu'on coupe les impôts sur l'augmentation des prix d'essence, etc. Ou je porte un gilet jaune parce que j'ai envie de changer de gouvernement. Donc, il est vrai qu'il faut faire attention. Et dans ce contexte, c'est quelque chose qui est relativement rare en Grande-Bretagne. C'est que la députée en question, Anna Soubry, a expliqué après que pour elle, c'est une situation inadmissible parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de se faire poignarder ou agresser dans la rue et elle a vivement critiqué la police de ne pas avoir été assez présent pour la protéger. Mais je ne peux pas dire que ça, c'est typiquement un gilet jaune style britannique. Mais le fait est que vous l'avez vu, on l'a vu ensemble sur ces images, le mouvement des gilets jaunes s'exporte. Il commence à faire tache d'huile, Mélissa Bell. Oui, le symbole a été... à mon avis, très bien choisi. C'est très fort, finalement. On a vu ce mouvement avec tout ce symbolisme de cette veste exprimée, cette colère qui a pris de l'ampleur. Et bien sûr, les autres regardent d'ailleurs en se disant que finalement, comme on le disait au début de l'émission, ce sont des sentiments aujourd'hui assez communs dans beaucoup de pays. Comment c'est perçu aux États-Unis, ce mouvement des gilets jaunes? On en rigole, on se moque? Non, on le couvre. Donald Trump le suit puisqu'il tweet par rapport à ça. Donc on sait qu'il suit lui aussi ce qui se passe chez son
ancien Ça copain pourrait Emmanuel l'intéresser. Macron, voilà. Et pour eux, pour tous ceux qui sont plutôt du côté du populisme, ils sont assez contents de voir un petit peu ce qui se passe chez Emmanuel Macron, qui était quand même arrivé, vous y avez fait allusion tout à l'heure, parler par exemple de cette année et de cette élection européenne, se présenter comme un peu le dernier rempart contre le populisme, celui qui allait empêcher l'Europe de basculer. Eh bien, en ce moment, c'est exactement l'inverse qui est en train de se véritablement, produire. voilà, si c'est lui qui va gagner, on n'a pas l'impression. C'est pour ça qu'il y a une importance symbolique extrême de la France. Parce que, et je pense que c'est pour cela aussi que les Italiens populistes regardent du côté de la France, c'est qu'il y a l'importance de la France au niveau européen, et il y avait le symbole qui était Emmanuel Macron. Donc arriver, sinon à déboulonner, du moins à bousculer ce symbole Macron, ce sera alors là véritablement un séisme politique européen. Et donc je pense que le domino français dans cette nébuleuse populiste est devenu extrêmement important, également, rappelons-le, pour la simple symbolique de la France, la Révolution et toute l'histoire qu'on a connue. C'est d'ici que sont souvent partis des grands mouvements populaires, et il ne faut pas négliger cet aspect. Ça vous fait réagir, Paolo Levi? Non, je pensais aussi au fait que Emmanuel Macron, aujourd'hui en Europe, est le dernier rempart qui est resté aux forces populistes qui gouvernent presque partout, en Autriche, pas seulement en Italie, en Autriche, en Angleterre avec le Brexit, partout. Donc effectivement, Emmanuel Macron, dans cette optique-là, populiste, nationaliste, etc., est le dernier ennemi à abattre parce que lui, justement, il prône en revanche un discours multilatéral, d'intégration européenne, du rêve des États-Unis. Parce que là, c'est de l'intérieur qui commence à être attaqué Mais la chose par les gilets jaunes. paradoxale, amusante et un peu contradictoire, par exemple, de Di Maio, c'est que lui et son allié Matteo Salvini, ils sont arrivés au pouvoir en se revendiquant souverainistes, en tapant du doigt dès que Macron avait osé critiquer la politique migratoire de Salvini. Et aujourd'hui, c'est eux qui font l'ingérence. Donc, ce n'est pas du tout souverainiste comme attitude, parce que paradoxalement, peut-être sans y réfléchir assez, sans le savoir, mais ils sont en train de faire l'Europe. Parce que quand un leader italien répond et intervient comme ça dans les affaires internes françaises, c'est, même si dans une clé négative, c'est quand même une forme d'intégration européenne. Donc, il n'a pas très bien compris, Di Maio, qu'est-ce que ça veut dire. Et pour continuer là-dessus, Paolo, ce dont on parle, parce qu'une des choses qui les rassemble, donc je demandais à un gilet jaune qui va faire partie des listes ou qui fait partie de la faction qui constitue sa liste pour les élections, je disais, mais au final, par exemple, sur l'Europe, vous êtes pour ou contre? Il me disait, mais moi, je suis plutôt pour. Mais la vérité, c'est qu'est-ce qui va les rassembler, tous ces populistes qui arrivent au pouvoir? Ça va être de l'euroscepticisme. En général, ils vont être quand même pas très nombreux à être en faveur de l'Europe. Donc c'est un démantèlement de l'intérieur auquel on va assister finalement. Qu'est-ce qui les rassemble? Les 5 étoiles, les gilets jaunes, les populistes. Donc, il y a plein de différences entre eux. Il y a des nativistes, il y a ceux qui sont pas. Ils ont plein de factions. C'est ce que disait Philippe, il y a un côté fourre-tout dans les revendications. Qui peut finalement, par rapport à cette élection-là, puisqu'ils vont arriver au Parlement européen, les souder, ça va être ça. Ça va être d'être contre l'Europe. Déboulonner, démonter l'Europe. C'est le seul dénominateur commun. Ouais, surtout que Di Maio est en train d'augmenter les impôts alors que c'est exactement l'inverse que veulent... Avec cette fragilité du côté fourre-tout dont parlait Philippe Turle il y a un instant, Richard Verly, le côté fourre-tout des revendications, ça part dans tous les sens. Il y en a pour qui ça va être l'immigration. C'est une grande fragilité quand même avant de se structurer. Le côté fourre-tout, il est évidemment, quand on le diagnostique comme on le fait maintenant, une fragilité parce qu'on sait que tout appliquer ne sera pas possible. Exactement. Mais lors d'une campagne, ça peut marcher. Si vous promettez tout, vous ratissez très large. Et la difficulté d'aujourd'hui, on le voit bien, c'est que ceux qui promettent tout et n'importe quoi ont tendance quand même à être entendus. Donc méfions-nous d'une analyse trop rationnelle qui consisterait à dire les électeurs ne vont pas les croire parce qu'ils promettent trop de choses. Je n'en suis pas du tout sûr. D'autant plus qu'il y a une forme de légitimité à venir du peuple. La chose qui me trouble dans cette histoire, c'est que très bien, je suis d'accord avec Richard, mais le jour viendra où il faut un homme ou une femme forte pour prendre en main ce mouvement. Et là, je ne vois personne. On parlait d'Éric Drouet en début de Oui, mais Éric Drouet ne fait pas l'unanimité dans le mouvement, et Paolo est bien placé pour le savoir, parce qu'il va interviewer 3 personnes qui ont des divergences assez grandes. Et la deuxième chose, c'est que l'image de la France dans cette histoire est extrêmement écornée et critiquée. En Grande-Bretagne, vous voulez dire? En Grande-Bretagne, et je pense un peu dans le monde, il y a beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est la révolution, c'est la chute du tourisme, on rigole, on se moque de la France qu'ils sont incapables de gérer le pays. Donc c'est vrai que c'est assez désastreuse sur l'image de la France et pour l'image de la France dans le monde. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas du côté des populistes italiens une sorte de schadenfreude, de jouissance du malheur de l'autre. Au fond, on est très heureux de ce chaos français et mettre un petit peu de sel sur les plaies, ça fait pas de mal.
Paolo Lévy, Éric Drouet ne pourrait pas être le leader qui porterait ce mouvement. Comme vous venez de dire, le vrai problème aujourd'hui en France des Gilets jaunes, contrairement à l'expérience italienne où le mouvement 5 étoiles a tout de suite eu un porte-parole très fort, ce comique Beppe Grillo qui portait vraiment très fortement la parole, c'est qu'il manque un leader. Il y avait un génial conseiller, Mélissa en sait quelque chose, de la Maison Blanche qui s'appelait Henry Kissinger et qui disait le problème de l'Europe, c'est tout simplement que quand je dois appeler l'Europe, je ne connais pas le numéro de téléphone, c'est-à-dire je ne sais pas qui devoir appeler. Et c'est exactement le même problème des Gilets jaunes. Aujourd'hui, moi, pour avoir l'opinion des Gilets jaunes sur les paroles de Di Maio, j'ai dû appeler 3 numéros de téléphone et chaque numéro me disait un truc différent. Donc, tant qu'il n'y aura pas une structuration et une parole unique, ça sera très très difficile pour ce mouvement de se structurer. Pour revenir sur ce que vous disiez très justement, je pense à l'instant, qu'il y a une certaine... On est dans un temps, dans un moment de l'histoire où sans doute tout ce qui vient du peuple, tout ce qui vient d'en bas a une légitimité tout d'un coup. Voilà. Et c'est face à ça, je pense que les autorités ont eu du mal, et dans le Brexit, et dans l'élection américaine, et maintenant avec les Gilets jaunes en Europe. Et inversement, tout ce qui est les anciens partis politiques, les médias, et c'est ça aussi le point commun, beaucoup de méfiance, beaucoup de suspicion, beaucoup de mal à imaginer qu'il puisse y avoir, par exemple, des instances médiatiques, des organisations médiatiques qui sont impartiales, qui font leur travail. Donc on a vu ce même phénomène se perpétuer avec plein de points communs finalement. Et aujourd'hui, en France, face aux Gilets jaunes, vous avez maintenant ces mêmes questions sur les fake news, les médias qui sont la manipulation, pour ou contre, qui réussissent à faire leur travail en réussissant à trouver les faits et à l'expliquer aux gens de façon convaincante. C'est les mêmes problématiques qui suivent finalement cette expression très différente à chaque fois d'un mouvement qui vient du peuple. Et il y a une autre question que je me pose, c'est est-ce que le ton n'est pas contre les Gilets jaunes? Parce que, évidemment, là, on est toujours dans le mouvement, la mouvement qui avance, mais à un moment, il faudrait faire quelque chose. Il faut avoir un leader, il faut avoir un projet, il faut dire, voilà, on veut ça, on va aller... Il faudra du concret. Voilà. Là, je ne vois rien qui se manifeste à part une vague idée d'aller aux élections européennes, mais on ne sait pas trop comment. Et là, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que vous avez l'opinion publique qui est en chute de soutien aux Gilets jaunes. Si ça se retourne... Oui, je suis d'accord, ça se soutient pas mal, mais par rapport aux 78%, maintenant c'est à 55%, voilà, ça peut baisser encore, ça retournera contre les Gilets jaunes. Donc ils ont quand même intérêt à se former, à proposer un projet pour avoir une idée en tête de là où ils veulent arriver. Et je pense que le gouvernement aussi de Macron, avec le projet du grand débat en France, éventuellement un référendum, voilà, ils sont en train de jouer un peu le ton contre les Gilets jaunes en disant si on laisse épuiser ce mouvement, les gens vont commencer à fatiguer de cela, il va y avoir un ras-le-bol, surtout des commerçants qui ne peuvent pas travailler, surtout avec les chiffres qui sont mauvais. Là, peut-être la situation se retournera contre eux. Donc, s'ils veulent que ce mouvement se pérennise, se survit, ils ont besoin de choisir un leader qui est compétent et avoir un projet et un but dans leur mouvement. Et là, pour le moment, je ne le vois ni l'un ni l'autre. Paolo Lévy. Je suis complètement d'accord avec Philippe. Il y a urgence aujourd'hui pour les Gilets jaunes de se structurer parce que tant que ce mouvement ne se structurera pas, le risque de violence et même peut-être d'une tragédie, mais je parle d'une vraie tragédie, risque de devenir réalité. On le craint tous énormément. Donc, appel aux Gilets jaunes de se structurer. Même pas demain, ce soir, il faut faire quelque chose pour s'organiser, pour avoir une voix et pour que ça devienne un mouvement cohérent et qui porte, où une personne puisse porter une parole. Je voudrais justement qu'on revienne à cette réponse de l'exécutif français aux Gilets jaunes. Elle s'est présentée sous 2 formes, vous l'avez tous vu évidemment, déploiement de mesures à hauteur de 10 milliards d'euros et l'organisation de ce fameux grand débat national. Alors comment ces solutions sont-elles vues ailleurs dans le monde, en Europe? Vous allez me répondre dans un instant. On va d'abord écouter le Premier ministre qui en a dit un petit peu plus tout à l'heure sur ce débat, c'était à l'issue du séminaire gouvernemental. Débattre, c'est débattre avec des règles. Un débat, ce n'est pas l'expression sans règles, c'est au contraire le respect d'un certain nombre de règles. Et les premières de ces règles, ce sont les obligations de transparence et d'impartialité. Nous souhaitons, le président de la République l'a indiqué, demander leur avis aux Français sur 4 grands thèmes qui ont été mis en avant. La transition écologique, la démocratie, la citoyenneté et l'immigration. 3e grand thème, la fiscalité. Et enfin, le thème de l'organisation de l'État et des services publics. Débattre, c'est aussi tenir compte de ce qui a été dit. Sinon, on débattrait pour rien. Et nous affirmons clairement
notre volonté de tenir compte de tout ce qui aura été dit. Richard Verny, qu'est-ce qu'elle inspire, cette méthode de l'exécutif qui a d'abord proposé tout un tas de mesures à 10 milliards d'euros, puis ce grand débat national qui s'ouvre? Est-ce que c'est quelque chose qui est perçu de manière très favorable à l'extérieur de nos frontières, ou au contraire, on se dit, ils vont dans le mur? Je pense qu'à ce stade, personne ne comprend vraiment quelle forme va avoir ce grand débat. Là, quand Édouard Philippe parle, ça a l'air clair, mais très franchement, quand vous regardez ensuite dans le détail, ça ne l'est pas du tout. Il n'y a pas encore d'agenda. On sait simplement la date du début, le 15 janvier, la date de fin, la fin mars. On ne sait pas si ce sera des débats organisés dans les villes. On ne sait pas qui va les organiser. La commission nationale du débat public, oui, d'accord, mais personne ne la connaît. Comment ces gens vont se retrouver? Quel va être le rôle des maires? Rappelez-vous qu'Emmanuel Macron a également promis le 10 décembre d'aller rencontrer les maires de toutes les régions de France. Donc, tout cela, pour le moment, me semble être une espèce de grand dispositif très flou. J'espère que ce n'est pas pour gagner du temps, comme le sous-entendait Philippe, parce que là, ce serait quand même jouer avec le feu. Et quand le Premier ministre dit « on s'engage à prendre des décisions », c'est-à-dire à respecter ou en tout cas donner suite à ce que disent les gens, alors là, courage. Parce que ce qui va sortir, premièrement, est-ce que c'est applicable? Est-ce que ce n'est pas applicable? Et il va falloir évidemment dire non à beaucoup de propositions. Et alors, comment on va dire non? Parce qu'il va falloir expliquer aux gens que ce n'est pas possible. Donc moi, très franchement, la démarche, pour l'instant, j'ai des doutes qu'elle aboutisse à cette espèce de consensus national revigoré que semble souhaiter le gouvernement. Et c'est perçu comme ça partout, Mélissa Bert? Mais on a suivi de très près la stratégie, où souvent ce qui a semblé être un manque de stratégie de la part des autorités françaises. D'abord, ce qui semblait être un manque de compréhension de ce qui se passait, puis des concessions, quand c'était une révolte fiscale, des concessions sur la fiscalité, sur la taxe en question. C'est devenu des revendications par rapport au pouvoir d'achat. Boum, on a eu les concessions sur le pouvoir d'achat, sur le SMIC, etc. Et puis c'est devenu beaucoup plus politique. On veut de la démocratie directe, participative, etc. Et puis maintenant on a ce grand débat. Mais à chaque fois que le gouvernement cède sur quelque chose, le mouvement avance davantage. C'était écrit. Et je pense que c'est compliqué. C'est compliqué pour eux de gérer cette vague populiste. C'est compliqué pour eux de gérer une vague populiste qui ne veut pas se laisser mettre de côté, qui veut s'exprimer, qui continuera de s'exprimer. Mais jusque-là, c'est vrai que leur façon de faire semble incohérente et sans doute moyennement efficace si son but c'est de les faire rentrer chez eux. Macron, il a quand même été très vivement critiqué dans la presse britannique déjà parce que on a l'impression que le gouvernement français n'a rien vu venir, a très mal réagi au début en disant oui, c'est juste un petit mouvement, ça va durer une semaine et puis après bon, plus rien, basta. Ensuite, ils n'ont pas du tout vu l'ampleur de l'affaire, ils ont eu peur, ils ont fait des concessions. Comme on dit en anglais, les manifestants, ils ont reniflé du sang. Et donc, ils ont dit, tiens, on a réussi à avoir l'annulation de l'augmentation de l'essence pour le 1er janvier, le gel du prix de gaz, électricité, etc., etc. Bon, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Et le gouvernement a cédé sur plusieurs points, sur le SMIC et sur autre chose. Donc, évidemment, il veut de plus en plus en plus. Donc, là, on est parti sur une espèce de crescendo et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais est-ce que ça va marcher, ces débats? Je rejoins Richard. Je pense que c'est assez calamiteux aussi, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va aboutir. Et est-ce qu'il y aura à la fin un référendum ou pas? Tout ça, c'est même pas établi. Donc, je vois difficilement... je pense que l'idée de fond est bonne, mais dans la pratique, c'est quand même assez difficile à voir comment ça va se réaliser. Quels sont les mots employés, par exemple, Paolo Levi, dans les éditos italiens? Est-ce qu'on parle d'improvisation, de flottement, d'amateurisme, sur la méthode gouvernementale pour gérer cette crise des Gilets jaunes? Non, mais déjà pour la presse italienne, c'est un bain de jouvence, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller reprendre les articles qui ont été écrits il y a 10 ans sur le mouvement 5 étoiles, on change le mouvement 5 étoiles avec Gilets jaunes et c'est exactement les mêmes langages, le même... Après, la grande différence et la grande critique qu'on lit dans les éditoriaux italiens, pas critique, mais en tout cas, ce qu'on note, c'est qu'il manque effectivement un leader et ça, c'est la grande lacune. Mais là, je parlais de la méthode du gouvernement, de l'exécutif français pour gérer cette crise. Par exemple, cette proposition de grand débat national, on se dit quoi, que c'est une fumisterie? La presse italienne, elle est éberluée parce que, je veux dire, ce qui a été constaté, c'est qu'en aucune autre démocratie occidentale, il existe un mouvement qui, en 3 semaines, puisse obtenir des concessions pour plus de 10 milliards d'euros. Moi, je ne sais pas ici en France où on vit, mais c'est quelque chose que dans toute autre démocratie, mais ça prendrait
10 milliards d'euros. Lui, il a défoncé tous les déficits. On l'a dit, hein, les syndicats n'ont pas réussi en 30 ans. De l'Europe en 3 semaines, c'est quelque chose qui est, pour nous, ça relève de l'espace, d'autres planètes. Donc, c'est incroyable de voir ces gilets jaunes qui ne sont même pas contents de ça, alors que c'est de la science-fiction dans tout autre pays, même en Italie où on est des génies. Ils se sont fait piéger à leur propre jeu parce qu'on a ils ont élu une équipe qui n'avait pas d'expérience et là maintenant, bon, ils ne savent pas vraiment comment. Et on va s'arrêter sur ces sourires. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. OVPL revient demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. Vous retrouvez nos replays, les replays de nos émissions et les articles de notre rédaction sur publicsénat.fr. Passez une excellente soirée. Restez au cœur du débat.